Imaginons un instant la scène. On prend quelqu'un, on l'amène au bord d'une piscine olympique, côté grand bain, et bam, on le pousse à l'eau de toutes ses forces. Ah ouais, carrément radical. Voilà. Et le pire, c'est qu'on ne lui a jamais appris à faire le moindre mouvement. On lui a pas expliqué comment bloquer sa respiration, ni comment bouger les bras. Et pourtant, On s'attend à ce qu'il nage. c'est ça. Par une sorte d'instinct magique, la société attend de lui qu'il remonte à la surface et qu'il se mette à nager le papillon de façon parfaite. C'est complètement absurde, non? Bah c'est sûr que vu comme ça n'a aucun sens. Et pourtant, en fait, quand on s'arrête pour y réfléchir, c'est très exactement la méthode que notre système éducatif emploie avec le truc qui va dicter une immense partie de notre existence. L'argent. Ouais, c'est très vrai. On lance des générations entières dans la vie active avec zéro éducation financière. Du coup, aujourd'hui, notre mission dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources, c'est un peu de combler ce vide. Tout à fait. On va décortiquer un ouvrage super intéressant, Tout le monde mérite d'être riche, d'Olivier Seban. Le but, c'est de comprendre comment la richesse fonctionne vraiment, au-delà de tous les mythes qu'on nous raconte depuis toujours. Et des mythes, il y en a un paquet. Ce qui frappe direct quand on lit ce texte, c'est la volonté de l'auteur de s'attaquer de front à des tabous culturels gigantesques. Ah oui, l'argent, c'est le tabou ultime. Mais complètement. Le sujet est enveloppé sous une couche mais épaisse de fausses croyances. Ce sont de vrais murs de béton psychologique, tu vois. Le discours ambiant, il répète en boucle que pour s'enrichir, il faut le faire au détriment des autres. Comme si c'était toujours un jeu à somme nulle. Exactement. Ou alors, on entend cette phrase paralysante qui dit qu'il faut obligatoirement posséder un gros capital de départ pour espérer s'enrichir un jour. Le fameux « il faut de l'argent pour faire de l'argent ». C'est ça. Et le livre, en fait, il démolit totalement cette vision pour poser un principe de base radicalement différent. La réussite financière, c'est pas une loterie génétique, c'est pas un don, ni un héritage. C'est une discipline, quoi. Voilà, c'est une compétence mécanique. Ça s'étudie, ça se pratique et ça se maîtrise. Exactement comme ton exemple de la natation au début ou la conduite d'une voiture. Et d'ailleurs, le point de départ du livre soulève un paradoxe qu'on observe tous les jours. Comment ça se fait que certaines personnes avec un salaire franchement moyen ou modeste arrivent au fil des années à se bâtir un vrai patrimoine solide et à être zen financièrement? Ouais, alors que d'autres, Bah oui, alors qu'en face, t'as des cadres supérieurs, des gens qui gagnent hyper bien leur vie, mais qui vivent dans une angoisse perpétuelle. Le compte en banque est assez que le 25 du mois et la moindre panne de voiture, c'est le drame. c'est le rouge direct, ouais. L'ouvrage montre bien que la réponse, en fait, elle n'est pas sur la fiche de paie. Non, la clé de cette énigme, elle est dans la gestion des flux, pas du tout dans leur volume. Le postulat, c'est que gagner plus d'argent, ça résout rien du tout si ton système de gestion de base, il est défaillant. Donc, par où on commence? La première étape, l'impulsion de départ, avant même de penser à la bourse ou à l'immobilier, c'est de se créer un socle. Et pour ça, l'auteur fixe une règle d'or, qui n'est pas du tout négociable. Ces éducations financières de base, il faut se payer en premier. Se payer en premier. La formule est sympa, mais il faut décortiquer un peu la mécanique. Parce que si on suit la logique de monsieur et madame tout le monde, le salaire tombe sur le compte. Et on commence à distribuer. C'est ça. On paie le proprio, puis EDF, puis les impôts, puis le supermarché. Et à la fin du mois, s'il reste un billet de vin, on le garde pour soi. Mais la méthode du livre, du coup, elle inverse ça. Elle inverse tout. C'est un renversement de paradigme total. L'idée, c'est de prélever systématiquement, dès que le salaire arrive, 10% de la somme. Et de la sanctuariser. Avant toute autre dépense. Avant tout le reste. Cet argent, il devient intouchable pour la consommation courante. C'est vraiment le point de départ de la création du capital. Alors, pour jouer un peu l'avocat du diable, si on pense à ceux qui nous écoutent et qui ont déjà du mal à boucler leur budget, C'est l'objection classique. bah oui, l'objection naturelle, c'est de se dire c'est une super belle théorie, mais en pratique, enlever 10% d'un budget qui est déjà millimétré, c'est mathématiquement impossible. Comment le livre répond à cette galère du budget serré? En fait, l'argument repose sur nos habitudes de consommation. Pour trouver ces 10%, la méthode, c'est de mener une vraie traque impitoyable contre ce qu'il appelle les dépenses invisibles. Hein, les petits trucs qu'on remarque plus. Exactement. C'est toutes ces sorties d'argent, souvent automatisées ou impulsives, que le cerveau calcule même plus. Le café à la boulangerie tous les matins, les 3 abonnements de streaming alors qu'on n'en regarde qu'un seul. Le forfait téléphone à 40 balles alors qu'on utilise 5 gigas. Voilà. L'analyse montre que quand on audite sérieusement ses dépenses, la somme de ces petites fuites financières mises bout à bout à la fin du mois, ça correspond très très souvent à ces fameux 10%. L'effort, c'est pas de vivre dans la misère, c'est la prise de conscience. Faut savoir où va chaque euro. Et pour bien illustrer ça, je trouve que la source utilise une typologie super visuelle, un peu grinçante même. Elle divise les gens en 3 familles face à la consommation.
Ah oui, les fameuses familles. D'abord, il y a la famille claque-tout. Le principe est basique. L'argent rentre et paf, il ressort le mois même. Que ce soit pour des besoins vitaux ou des achats compulsifs, l'épargne est à zéro. C'est super précaire. Au moindre accident de la vie, c'est la crise. Ouais, et la deuxième catégorie est vachement plus complexe psychologiquement, c'est la famille m'as-tu vu. Eux, ils sont intéressants. Ils sont fascinants parce que ce groupe gagne souvent très bien sa vie. Mais leur moteur, c'est le statut social. Le but, c'est de projeter l'illusion qu'ils sont riches. Donc le gros SUV en leasing, tout ça. C'est ça, la montre de luxe à crédit, les vacances hors de prix pour les réseaux sociaux. Ils brassent beaucoup d'argent, mais en fait leur valeur nette est souvent dans le négatif. Ils sont esclaves de leur train de vie. Ils doivent toujours gagner plus juste pour rembourser leurs dettes. C'est la fameuse inflation du style de vie, quoi. T'as une augmentation, boum, t'augmentes tes dépenses directes. Exactement. Et ça nous amène à la troisième famille, les «je suis riche». Eux, leur stratégie, c'est la décorrélation totale entre leurs revenus et leurs dépenses. Ils vivent consciemment en dessous de leurs moyens. Et c'est pas être radin, attention. Non, c'est stratégique. C'est pour créer un écart artificiel entre ce qui rentre et ce qui sort. Et cet écart, c'est le surplus qu'ils vont investir. Et cette distinction, elle est hyper importante pour la suite. Parce que se battre pour épargner 10%, ça sert absolument à rien si l'effort est mal orienté. Le livre insiste là-dessus. Accumuler pour accumuler, c'est pas le but. Bah oui, si ton capital, au bout de 2 ans, tu le craques pour une télé géante ou une bagnole neuve, t'as tout effacé. Le compteur est à zéro. C'est là qu'il faut comprendre la différence fondamentale entre un actif et un passif. C'est un grand classique de la finance, mais l'auteur l'explique de façon super pragmatique. Un actif, en gros, c'est un truc qui met de l'argent dans ta poche, même quand tu dors. Comme un appart qu'on loue ou des dividendes d'actions. Voilà. Et à l'inverse, le passif, c'est l'hémorragie continue. C'est un bien qui perd de sa valeur avec le temps et qui, en plus, te demande de sortir de l'argent régulièrement. La voiture personnelle, c'est l'exemple parfait. Ça décote dès que tu sors du garage, faut payer l'assurance, l'essence, le garage. C'est un gouffre. Et la règle du livre est sans appel, il faut jamais, au grand jamais, prendre un crédit à la consommation pour acheter un passif. S'endetter pour un truc qui perd de la valeur, c'est le meilleur moyen de détruire son patrimoine. Le crédit, c'est fait pour acheter des actifs, pour utiliser l'argent de la banque comme levier. Et pour ancrer ça, j'aime beaucoup les deux concepts que l'ouvrage utilise, le GEPR et le PEGR. Le GEPR, c'est gros efforts, petits résultats. L'image, c'est le hamster dans sa roue. Pauvre petit hamster. Ouais, il court à une vitesse dingue, il fait des heures sup, il se ruine la santé juste pour payer les intérêts de sa voiture. Il transpire, mais il fait du surplace. Et donc, la bascule, c'est de passer au PEGR, petits efforts, gros résultats. L'achat d'un bien immobilier, par exemple. Voilà. Mais une fois que le pommier a pris racine, la donne change. L'arbre donne des pommes tout seul à chaque saison. Le jardinier a plus besoin de creuser, le loyer ou le dividende tombe et l'effort physique est déconnecté du revenu. L'allégorie est top. Le but, c'est de planter un verger entier. Par contre, ça soulève un problème concret. Acheter des actifs, ça demande des ressources. Et au début, ça paraît super lent. Ouais, c'est clair. Pour accélérer ça, sans travailler 80 heures par semaine, l'auteur amène le concept le plus puissant de la finance, l'allié numéro 1, le temps, couplé aux fameux intérêts composés. Hein, les intérêts composés, ça sonne un peu comme un vieux cours de maths ennuyeux, mais la mécanique, en fait, elle est folle. Elle est magique. C'est pas juste ton capital qui te rapporte, ce sont les intérêts qui génèrent eux-mêmes des intérêts. C'est l'effet boule de neige. Et pour le prouver, le livre raconte l'histoire de deux frères, Vincent et Christophe. Oh, cette histoire est géniale. C'est vraiment la meilleure démonstration. Alors, on prend Vincent. Lui, il s'éduque très tôt. Dès son premier job, à 20 ans, il investit une petite somme tous les mois. Il fait ça pendant, disons, 8 ou 10 ans, puis il arrête. Il met plus un centime de sa poche. Il laisse juste la boule de neige rouler. Exactement, il laisse tourner pendant des décennies. Et de l'autre côté, t'as Christophe. Lui, c'est le profil classique. Dans sa jeunesse, il s'amuse, il claque tout, profil mat vivu. Et vers 40 ans, panique, il faut préparer la retraite. Le réveil difficile. Ouais. Du coup, il se met à investir hyper agressivement. Il met des gros montants, bien plus que ce que Vincent mettait. Et il le fait pendant 25 ans d'affilée. Si tu fais le calcul brut, Christophe a sorti beaucoup plus d'argent de sa poche au cours de sa vie. Donc en toute logique, on se dit qu'à la fin, Christophe est beaucoup plus riche. C'est l'intuition de tout le monde. Mais les mathématiques disent l'inverse. À la retraite, quand on fait les comptes, c'est Vincent qui a le plus gros patrimoine. L'effort massif de Christophe n'a pas pu rattraper l'avantage temporel de Vincent. C'est fou. Ouais. Le temps de gestation de l'investissement de Vincent a rendu la courbe exponentielle. Ça prouve que le meilleur moment pour planter le pommier, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.
Et là, il y a un gros frein psychologique qui apparaît. Parce que quand on dit aux gens d'investir cet argent durement épargné, en bourse ou dans l'IMO, il y a une alarme qui sonne. La peur du risque. C'est ça. Peur de la volatilité, des crashs, des loyers impayés. Du coup, l'instinct de survie, c'est de chercher le risque zéro et de laisser l'argent sur un livret A qui rapporte que dalle. Et le livre s'attaque violemment à cette fausse idée de la sécurité. Laisser son argent dormir, c'est oublier un ennemi invisible, l'inflation. La perte du pouvoir d'achat. Ouais, si t'as 2 ou 3% d'inflation par an, ton billet de 100 € achète de moins en moins de trucs. L'auteur a une image géniale, il dit que personne n'irait poser un glaçon en plein soleil en espérant qu'il grossisse. C'est exactement ça. Pourtant, c'est ce qu'on fait en laissant du cash sur un compte non rémunéré. Le glaçon fond. Penser qu'on fuit le risque en n'investissant pas, c'est en fait choisir la seule voie mathématique qui garantit de s'appauvrir. Le vrai danger, c'est l'ignorance. C'est une sacrée remise en question. Bon, la théorie, c'est bien, mais on peut faire des tableaux Excel toute la journée, si on passe pas à l'action, ça sert à rien. Comment l'ouvrage nous pousse à agir dans la vraie vie? Le passage à l'action, il tient en une phrase toute simple dans le livre. Demandez, on vous donnera. Ça fait très biblique comme ça. Un peu, ouais. Mais psychologiquement, c'est super puissant. L'analyse montre qu'on rate un nombre incalculable d'opportunités financières, non pas par manque de talent, mais juste à cause d'un blocage mental. La timidité, la peur du rejet. Il y a d'ailleurs une anecdote super parlante là-dessus dans la source. L'auteur raconte comment il a souvent voyagé en classe affaires sans payer le prix fort. Et c'est pas une question de hacking ou de statut VIP. Il allait juste au comptoir, avec le sourire, et il demandait s'il y avait moyen d'être surclassé. Et devine quoi? Souvent c'était oui. C'est ouf, hein. L'idée, c'est pas de faire un tuto voyage, mais de montrer que la chance, c'est une probabilité qu'on peut provoquer. Ça marche pour la finance aussi. Négocier ses frais bancaires, demander une baisse de taux pour son crédit, oser demander une augmentation, ou faire une offre très basse sur un appart. Si tu demandes rien par peur du non, t'es sûr d'avoir non. Voilà, c'est la garantie absolue de rien avoir. Mais du coup, j'aimerais soulever un truc un peu plus philosophique. Parce que, à force de traquer chaque dépense, d'annuler Spotify, de scruter les actifs et les passifs, et de calculer le rendement du moindre centime, le risque, c'est pas de devenir complètement obsédé. D'être un picsou cynique, incapable de se payer un bon resto parce que, attention, c'est un passif, et de passer à côté de sa vie finalement. Ah, mais c'est un point de bascule crucial. Et l'auteur met une balise éthique très claire là-dessus. Il prévient direct que si l'argent devient l'obsession unique, le but absolu de ton existence, t'as déjà perdu. Tu perds ton âme, quoi. Complètement. La monnaie, en soi, c'est que du papier ou des pixels sur un écran. C'est froid, ça sert à rien tout seul. L'approche saine, c'est de voir l'argent juste comme un outil. Un véhicule, rien d'autre. Denrée la plus précieuse. La liberté d'organiser son temps, de dire non à un boss toxique, de vivre où on veut. C'est clair. Donc, si on résume un peu tout ça, le livre, il propose de créer une sorte de pilote automatique financier. On automatise les 10% pour se payer en premier, on refuse les crédits pour du vent, on plante des pommiers régulièrement et on laisse le temps faire le travail, tout en osant demander ce qu'on veut. C'est un super résumé. Ce texte, c'est vraiment un remède contre le fatalisme. Il montre que c'est pas un club fermé pour une élite, c'est accessible. Faut juste changer ses réflexes. Ça donne vraiment envie de s'y mettre. Mais d'ailleurs, en lisant tout ça, ça m'a fait penser à un truc à plus grande échelle. Un truc un peu vertigineux. Ah, dis-moi. Si cette liberté financière, c'est surtout une question de méthode et d'éducation, qu'est-ce qui se passerait si, demain, on rendait cette éducation financière obligatoire à l'école primaire, au même titre que lire ou écrire? On apprend aux gamins la différence entre actif et passif. Ce serait une révolution totale. Mais justement, si des millions de gens arrêtent d'être des m'as-tu vu ou des claque-tout, s'ils refusent les crédits conso pour des télés, notre économie globale, qui repose quand même beaucoup sur la surconsommation immédiate, elle s'effondrerait pas complètement? Ah, c'est le grand paradoxe. C'est sûr que l'économie devrait muter. On passerait d'un modèle basé sur la destruction de valeur, avec des objets jetables, à un modèle basé sur l'investissement, les infrastructures durables et le patrimoine pour tous. Ce serait un séisme sociétal. C'est clair, voilà une réflexion vertigineuse pour ceux qui nous écoutent, à garder en tête au moment de valider le prochain panier d'achat en ligne. En tout cas, pour revenir à notre piscine du début, le message est clair. On n'est plus obligé de couler dans le grand bain financier. Avec ce genre d'exploration au cœur de nos sources, on apprend les mouvements, on s'entraîne et on finit par traverser le bassin tranquillement. C'est tout pour cette plongée. Prenez le temps de planter vos premiers pommiers.